auteur et éditeur de 24 ouvrages sur le monde arabe, la Méditerranée et l'Union européenne. Il est considéré comme l'un des meilleurs analystes des relations entre l'Europe, le monde arabe et la Méditerranée. Je tenais aussi à informer que M. Bichar Ahmed a fait une présentation prodigieuse de sa pensée et de sa réflexion dans notre congrès de Tunis, organisé en 2012 à Tunis sur le dialogue sud-nord. Je lui passe la parole et le remercie. Merci. Je suis ravi de participer à vos travaux. 3 mots structurent ma pensée, en tout cas ma présentation de ce matin: essoufflement autoritaire, ébranlement révolutionnaire, transition incertaine. Je vais répondre dès lors très brièvement à 3 questions. Pourquoi le monde arabe est resté sous l'emprise de systèmes autoritaires au cours des 60 dernières années, en tout cas depuis les indépendances? Deuxième question. Pourquoi ce tsunami politique, cet ébranlement révolutionnaire, et pourquoi la Tunisie? Troisième question. Vers où va-t-on? Et là, je poserai la question de la transition. Première question. Pourquoi le monde arabe est demeuré, au cours des 60 dernières années, sous l'emprise d'un système autoritaire? Là, je me permettrai d'expliciter ce que j'entends par système autoritaire. Les pays arabes devenus indépendants après la Deuxième Guerre mondiale, pour la plupart, ont installé, soit dans les systèmes monarchiques ou républicains, un système marqué par le contrôle de la parole, par la répression et par la multiplication des services de renseignement et de police. Seulement, ce système autoritaire a changé de nature au cours des 60 dernières années. Et c'est bien cette évolution du système autoritaire qu'au cours de ma carrière universitaire, j'ai pu suivre pas à pas, jour après jour. Et j'en ai fait la synthèse dans mon récent livre intitulé « Le monde arabe expliqué à l'Europe ». La première phase du système autoritaire est marquée par un système autoritaire de nature paternaliste. C'est le système bourguibien, c'est le système nasserien, c'est le système de FLN algérien des années 50, 60 et 70. Un dirigeant comme Nasser passait comme une sorte de contrat social avec la population, la société civile. Vous me laissez faire et je vous garantis des soins de santé gratuits, une éducation gratuite, je pourvois des emplois pour vos jeunes, je m'acquitte de mon devoir, en échange, je vous demande l'obéissance, le silence, parce que le temps n'est pas au débat stérile de la démocratie, le temps est à la consolidation de l'indépendance face aux velléités impérialistes et à l'assainissement de l'économie et à la restauration de l'honneur national. Nasser allait acheter ses cigarettes dans le premier kiosque avec son argent de poche. Et il a respecté largement sa part du contrat social. En échange, la population, la demande démocratique a été postposée au bénéfice de demandes sociales et de stabilité politique interne et externe. Cette période appelée autoritarisme paternaliste s'est essoufflée à partir de la mort de Nasser et de l'arrivée au pouvoir de Sadat de Moubarak en Égypte, 1981, de la révolution libyenne 1969, du coup d'État syrien avec l'arrivée de Hafez al-Assad au pouvoir, avec l'arrivée de Ben Ali Ben Saleh au Yémen. Bref, toute cette nouvelle catégorie de leaders autoritaires, répressifs, policiers, mais qui ont transformé le système autoritaire paternaliste en un système autoritaire prédateur. C'est-à-dire que ces dirigeants n'étaient plus préoccupés de respecter leur part du contrat social, mais ils étaient préoccupés par la pérennisation de leur pouvoir. Ils ont multiplié les services de renseignement, les services de police, et ils ont largement pillé les ressources nationales à leur profit et au profit de la clique qui gravitait dans leur orbite. Ce sont les clientèles politiques et économiques
Tel est le cas du régime tunisien après la déposition de Bourguiba. Tel est le cas de Moubarak, de Kadhafi, de Ali Saleh et de la famille d'Al-Assad en Syrie. Ce système prédateur a commencé à susciter la rage des jeunes et de la société civile. Beaucoup de nos militants ont été emprisonnés, torturés, exilés. Je sentais à partir des années 80 des remous, un bouillonnement. Comme l'a dit quelqu'un, la Tunisie des plages occultait la Tunisie des rages. Et ça vaut également pour l'Égypte, ça vaut pour d'autres pays arabes. J'écrivais dans les années 80 déjà, attention, le monde arabe ressemble à un champ de broussailles asséché qui n'attend qu'une mèche pour s'embraser. Je percevais au cours de mes multiples déplacements dans les pays arabes qu'il y avait là comme une sorte de délégitimation du système autoritaire qui, de paternaliste, est devenu prédateur, c'est-à-dire voleur. D'ailleurs, dans un contexte marqué par les programmes d'ajustement structurel, rappelez-vous les années 80, imposés à nos pays par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, et dont le dogme essentiel était la libéralisation du marché, l'ouverture des marchés et la privatisation. Or, la privatisation, justement, c'est la vente pratiquement soldée des biens publics à des propriétés privées. Mais, contrairement à ce qui se passe en Europe, où tout se fait pratiquement dans la transparence, la transformation de l'économie du plan s'est muée à une économie du clan. C'est alors qu'on a eu ce capitalisme de copinage qui s'est développé dans les années 80 et qui est devenu pour les sociétés civiles arabes une véritable injure, insulte à leur dignité et une injure à la justice sociale. Eh bien, ce système autoritaire va évoluer dans une troisième étape vers un système autoritaire dynastique. Non seulement nos dirigeants commençaient à s'approprier les richesses, et les richesses à la fois matérielles et symboliques liées au pouvoir, mais en même temps, ils préparaient leurs enfants pour prendre leur succession, ce qui conduisait à penser que ces dirigeants considéraient le pays comme des fiefs familiaux, un patrimoine, d'où la notion de régime patrimoniaux ou néo-patrimoniaux, un patrimoine qu'ils pouvaient transférer de père en fils. Et là, c'était vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. C'était la fin des années 80, avec Kadhafi qui préparait ses enfants à prendre sa succession, Saddam Hussein, Ali Saleh, naturellement les Assad, pour ne citer que ceux-là. C'était, comme dit le proverbe arabe, Al-Kasha lati kasamat dhahr al-ba'ir, la goutte qui a fait déborder le vase. Il faut comprendre, chers amis, les ferments révolutionnaires qui étaient sous-jacents dans les sociétés arabes. Il ne faut pas penser que l'émulation de Mohamed Bouazizi a été le phénomène déclencheur d'un grand ébranlement révolutionnaire. C'était l'étincelle, mais les ferments étaient là sous-jacents dans le fonctionnement même du système autoritaire, dans le dysfonctionnement économique et surtout dans les développements sociaux et dans les dynamiques démographiques et d'urbanisation et d'éducation. C'est ça les véritables ferments. Notre population arabe est passée de 70 millions au début des années 50 à 370 millions en 2013. C'est une multiplication par 4, c'est un phénomène à ne pas négliger. L'urbanisation s'est développée à un rythme moyen de 5 à 6% et la bidonvillisation à un rythme de 7 à 8%. Et des jeunes étaient déversés par les universités et les hautes écoles sur un marché qui n'était pas créateur d'emplois, d'où la frustration des jeunes, dans un contexte bien sûr, d'ébranlement des solidarités primordiales, la grande famille, la tribu, le bled, et un exode rural vers une ville qui n'était pas créatrice d'espérance, comme ce fut le cas de la plupart des villes arabes. Voilà la première question. Hein? Quels sont les ferments ou pourquoi le monde arabe est resté en apparence immobile, car jamais la société civile arabe n'a été aussi inerte. Par conséquent, ce qui va se passer à partir de 2010 va ébranler beaucoup de nos mythes, en ébranlant beaucoup de nos dirigeants. D'abord, le mythe de l'exception arabe. Tout
toute une théorie était enseignée dans les enceintes universitaires, américaines comme européennes, sur la fameuse exception arabe, et cette théorie voulait simplement dire que les pays arabes étaient une exception mondiale, car les sociétés arabes étaient inertes, immobiles, rétives au changement politique et naturellement insouciantes en ce qui concerne la demande démocratique. Eh bien, l'ébranlement de 2010 a prouvé la vacuité, la fallacité d'une telle théorie d'exception arabe. Et en même temps, l'ébranlement de 2010-2011 va démontrer la vacuité de la notion qui me choquait au plus haut point, la notion de la rue arabe. La notion de la rue arabe signifiait que les Arabes étaient des peuples désorganisés et rationnels, vociférants, qui contestaient, mais sans objectif et sans méthode. Eh bien, non, derrière la rue arabe, il y a une société arabe vivante. À aucun ne viendrait à l'esprit de parler de la rue américaine, de la rue française. Mais pourquoi ce terme de la rue arabe était si en vogue pendant des décennies dans les journaux français comme dans les journaux européens et américains? Eh bien, je répondrai à la deuxième question, l'ébranlement. L'ébranlement, il est parti de Tunisie. Et je crois que la Tunisie, pour moi, demeure le paradigme de la révolution heureuse. Je ne préjuge pas du futur, mais je dis qu'est-ce que j'entends par paradigme de la révolution heureuse. C'est le pays où tous les ingrédients d'une révolution pacifique se sont trouvés conjugués de telle sorte qu'un régime qui était vanté en Europe, comme le régime de Ben Ali, comme la citadelle inexpugnable de la stabilité, a été ébranlé en moins de 3 semaines et Ben Ali a dû s'enfuir. Eh bien, qu'est-ce qui singularise la Tunisie par rapport aux pays voisins et par rapport à l'ensemble des pays arabes? Un, c'est une petite géographie. 170 000 km², c'est le 10e de la Libye. Deux, c'est une société largement homogène. Elle n'est pas traversée par des conflits, des enjeux confessionnels, ethniques, linguistiques ou tribaux. Trois, c'est un pays où il n'y a pas d'enjeux géopolitiques importants, d'acteurs régionaux, d'acteurs internationaux, qui pourraient pervertir le mouvement révolutionnaire tunisien. 5, c'est un mouvement spontané, transclassiste, transgénérationnel et suprapartisan. Ce n'est pas un parti qui a appelé à manifester, ou une organisation en particulier. C'est un mouvement mené essentiellement par les jeunes, où les femmes ont joué un rôle très important dans ce qui se passait en Tunisie. Et ces jeunes ont brisé le mur de la peur. Car, comme je l'ai dit dans une conférence il y a 2 jours en Belgique, les régimes sont féroces. Ce n'est pas parce que les régimes sont féroces que les sociétés n'osent pas. C'est parce que les sociétés n'osent pas que les régimes sont féroces. Et donc, lorsque les sociétés brisent le mur de la peur, les dictatures s'écroulent comme un château de cartes. Et puis, la Tunisie est un pays où il y a quand même eu un développement d'une classe moyenne, dans un cadre contraint par l'emprise d'un système autoritaire prédateur, mais l'éducation a connu une avancée considérable en Tunisie, y compris l'éducation des femmes, et c'est un des mérites du système Bourguiba d'ailleurs, c'est qu'il a permis l'éducation de la femme, interdit la polygamie, et naturellement permis l'entrée sur le marché du travail de la femme tunisienne. Vous voyez, mes chers amis, l'armée tunisienne étant plus petite en taille, étant confinée dans les casernes, a joué un rôle, n'a pas appuyé le régime. Et quand Ben Ali a fait appel à Rachid Ammar, le chef d'état-major de l'armée de terre, de faire venir les chars, eh bien, lui a répondu que l'armée est au service du peuple et non pas au service du chef de l'État. Et donc là, Ben Ali a compris, et le même jour, pratiquement, il a pris l'avion et s'est enfui. À partir de cela, mes chers amis, peut-on parler de printemps arabe au singulier? Non, il ne faut pas parler des printemps arabes dans la mesure où si tous les Arabes partagent les mêmes soucis, les mêmes ennuis et les mêmes préoccupations en termes de fermeture des horizons pour les jeunes, en termes de dysfonctionnement économique, en termes de multiplication des services de répression et de systèmes coercitifs, eh bien là c'est distinguerait les monarchies et les républiques. Il y a à l'intérieur des monarchies, les monarchies pétrolières et les monarchies non pétrolières, et dans le cadre des républiques, les républiques pétrolières et les républiques non pétrolières. Et naturellement, sans devoir passer en revue le cas particulier de chacun, je dirais simplement qu'il n'y a pas une exception monarchique,
il n'y a pas une exception pétrolière et que tous les pays arabes sont touchés par le même vent de révolte. Sauf que, quand on est un pays pétrolier, quand on a des moyens, des ressources financières suffisantes, on peut encore acheter le silence et l'obéissance de la population pendant un certain temps. Pour combien de temps? On ne le sait pas. C'est ainsi que les Saoudiens, par exemple, ont mobilisé 120 milliards de dollars pour créer de nouveaux emplois dans des administrations publiques largement pléthoriques et pour, naturellement, payer des subsides de chômage particulièrement stimulants pour justement décourager les jeunes saoudiens de chercher un emploi rémunéré. Pendant combien de temps ce système d'achat de l'obéissance peut durer? Je l'ignore, mais certainement pas pour longtemps. Car nourrir une population est une chose, mais nourrir la dignité d'une population, c'est naturellement tout à fait différent. Dans le cas de Bahreïn, il y a là, dans le cas de Bahreïn, un cas d'étude qui mériterait un exposé à part. Voilà une monarchie sunnite qui représente 30% de la population de Bahreïn, avec une population chiite majoritaire. Cette population chiite avait des demandes légitimes, des revendications légitimes en termes de justice sociale, de participation au système politique. Eh bien, elle a manifesté pacifiquement, elle a été écrasée, à la fois par le système policier de Bahreïn, mais également par le soutien des chars saoudiens et des pays du Golfe. Pourquoi? Parce que là, il y a des intérêts géopolitiques régionaux et internationaux qui ont perverti une révolution pacifique à Bahreïn. Tout d'abord, il y a une base navale américaine très importante à Bahreïn, ce qui veut dire que les Américains n'avaient aucun intérêt à ce que la monarchie de Bahreïn soit bousculée. Deuxièmement, la monarchie sunnite de Bahreïn est soutenue par les autres pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, et l'Arabie saoudite ne consentirait jamais à l'ébranlement de la monarchie sunnite de Bahreïn parce que c'est une invitation à l'Iran pour pénétrer dans le bercail des pays du Golfe. Par conséquent, là où il y a une revendication légitime, mais où en même temps il y a des enjeux régionaux et internationaux qui sont évidents dans un pays, eh bien il y a un phénomène de blocage du processus démocratique, voire même de sa répression. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la question reste pendante dans le cas de Bahreïn. Dans le Yémen, évidemment, Ali Saleh a réprimé férocement, et puis lui-même il a été blessé, et finalement les pays du Golfe sont intervenus pour lui dire tu auras la vie sauve, mais en échange tu dois négocier une transition. C'est une transition négociée, mais sous la pression des pays du Golfe, de telle sorte qu'aujourd'hui, à Bahreïn, nous avons un pays avec un autre président, mais le pays, naturellement, est soumis aux tumultes et aux turbulences que vous connaissez, liées notamment au développement, à la sanctuarisation d'éléments d'Al-Qaïda dans les reliefs montagneux de Yémen, qui est d'ailleurs facilité par le caractère tribal de ce pays et avec les immixtions nombrables, les connexions nombrables entre les éléments d'Al-Qaïda et certaines tribus yéménites. Le cas de la Libye, vous la connaissez. Ce qui différencie la Libye de la Tunisie, c'est la géographie. 1 700 000 km², c'est plus de 3 fois la France. Pour une population de 7 millions d'habitants, c'est moins que la Tunisie, avec deux grandes villes méditerranéennes qui, à elles seules, concentrent 80% de la population totale libyenne, Tripoli et Benghazi. Or, il y a une hostilité historique du système Kadhafi à l'égard de Benghazi, qui est la ville du roi Idriss Sénoussi. Et lorsque la révolte a éclaté à Benghazi pour des raisons historiques, pour des raisons économiques et politiques, eh bien Kadhafi était prêt à masser ses troupes et à soumettre ce pays, cette ville de Benghazi, à un déluge de feu, voire même à la réduire en ruine, ce qui a amené évidemment les Libyens à demander le secours de la Ligue des États arabes des pays du Golfe, lesquels ont demandé l'intervention du Conseil de sécurité, lequel a voté une résolution avec l'abstention des Chinois et des Russes, et ce qui a permis cette fameuse résolution de protection du peuple libyen qui va être interprétée par les Français et par les Britanniques et les Occidentaux comme une résolution de changement de régime. Et ça, évidemment, retenez-le bien, ça ne va pas être reproduit dans le cas syrien. Et donc,
voilà, la Libye se différencie du cas tunisien par la géographie, par le fait qu'elle n'est pas, c'est pas une société homogène, par le fait que l'armée est une armée qui est à la solde du régime de Kadhafi et qui se caractérise également par le caractère extrêmement tribal de ce pays, puisqu'il y a 140 tribus, dont 12 tribus importantes, qui pratiquement structurent ce pays 3 fois plus vaste que la France. La Syrie, mes chers amis, constitue, à mon sens, le contre-paradigme de la révolution heureuse. Car autant les ingrédients de révolution heureuse se sont trouvés réunis en Tunisie, autant les ingrédients d'une mauvaise révolution se sont trouvés réunis dans le cas de la Syrie. Tout a commencé par être pacifique, et sans doute l'effet de démonstration a touché également le peuple syrien. Sauf que dans le cas de la Syrie, d'abord c'est une mosaïque d'ethnie, de langue, de confession. 2, c'est une pièce maîtresse sur l'échiquier du Proche-Orient avec des intérêts géopolitiques considérables. 3, la Syrie fait partie de ce qu'on appelle l'arc chiite, l'Iran, l'Irak de Malki, la Syrie, le Hezbollah libanais. Or, il y a des intérêts régionaux et internationaux pour casser ce maillon de l'arc chiite, ce qui signifie en réalité que Saoudiens comme les pays du Golfe, comme l'Occident, ont tout intérêt à casser le régime de Bachar al-Assad parce que ce faisant, ils affaibliraient l'axe iranien, réduiraient son potentiel d'expansion régionale et en même temps, par ricochet, affaibliraient le Hezbollah libanais qui a fait face en 2006 à l'offensive israélienne. Voyez donc comment les enjeux régionaux, c'est-à-dire le conflit sunnisme saoudien et chiisme iranien, a joué un rôle pervers dans le cadre de la Syrie et empêché qu'on puisse régler la question de manière politique et pacifique. En même temps, la Syrie est un allié de l'Union de la Russie. La Russie a une base navale à Tartous. La Syrie est le 7e marché d'armes de la Syrie est le 7e marché d'armes de la Russie. C'est le dernier pays allié de la Russie dans la région du Proche-Orient. Et donc là, la Russie défend en Syrie non seulement des intérêts, mais elle défend surtout un statut de grande puissance. En fait, la Russie essaye d'envoyer un message aux Américains: vous nous avez eu en Libye, vous n'allez pas nous avoir en Syrie. Et donc, vous avez soutenu des dictatures pendant des décennies, vous soutenez des monarchies qui ne sont pas des parangons de démocratie, ce n'est pas à vous de nous faire la leçon concernant nos soutiens au régime syrien. Et nous sommes là bloqués dans une sorte de confrontation auquel le peuple syrien est étranger. Une confrontation entre puissances en perte de vitesse, l'Amérique, et des puissances déclassées, la Russie. Et ceci explique la paralysie et le blocage de la situation syrienne et la transformation d'une révolution pacifique en une rébellion armée. Et avec la durée aidant, cette rébellion armée, bien sûr, a été polluée elle-même par l'infiltration dans l'espace syrien d'éléments djihadistes, d'éléments extrémistes qui n'ont rien à voir avec la demande démocratique du peuple syrien, mais là, le chaos aidant, la déstabilisation aidant, eh bien ces éléments ont trouvé en Syrie un sanctuaire de remplacement du sanctuaire irakien. Le Maroc, très astucieusement et très politiquement, a désamorcé le vent de révolte, le roi ayant promis des réformes constitutionnelles, fait voter un référendum au mois de juillet avec une participation de 73%. Ce faisant, il a pu amortir le choc, mais les problèmes demeurent et sont des problèmes lancinants et très aigus. Les déséquilibres sociaux, les inégalités régionales, le manque d'emploi pour les jeunes diplômés. Mais le mouvement du fin février s'essouffle en quelque sorte dans la mesure où l'exemple, le chaos en Syrie et le chaos en Égypte sont utilisés aujourd'hui comme des effets repoussoirs aux Marocains. En fait, le discours officiel marocain: regardez, nous sommes un havre de paix dans une mer chaotique, dans un océan chaotique qui est l'océan arabe. Et donc là, le roi du Maroc a réussi à désamorcer le vent de révolte. Le cas de la Jordanie également est semblable, sauf que la Jordanie est moins riche que le Maroc. Et donc là, le roi de Jordanie s'est contenté de changer de Premier ministre à 3 reprises, mais le problème en Jordanie demeure
essentiel. C'est une monarchie soutenue essentiellement par l'Occident, mais qui n'a pas de ressources propres pour consolider son système politique. L'Arabie saoudite, je vous ai dit, elle a pu déverser des milliards de dollars sur la population pour créer des emplois finalement pléthoriques dans des administrations déjà encombrées. Mais bon, pour combien de temps, on ne le sait pas. Passons pour les 5 dernières minutes à la troisième question, vers où va-t-on? Mes chers amis, à rebours des Cassandres, qui se délectent aujourd'hui à parler d'hiver islamiste, de parler d'un printemps qui a échoué, et à rebours de tous ceux qui veulent un changement démocratique immédiat dans les pays arabes. Combien de fois ne me pose-t-on pas la question, mais où est la démocratie dans le monde arabe? Les gens oubliant bien sûr que nous sommes dans une phase de transition et que les mots-clés d'une phase de transition sont l'incertitude, l'imprévisibilité, la fluidité politique et la simultanéité des enjeux. Et que la démocratie n'est pas une technique électorale, ce n'est pas parce qu'on organise des élections qu'on devient démocrate, que la démocratie est une culture qui va prendre du temps. Que les expériences historiques démontrent, y compris d'ailleurs en France, qu'une phase de transition, par définition, connaît des avancées et des reculs. Et que c'est souvent un mouvement en dents de scie, mais la tendance est ascendante. Dans le cas de la France, la consolidation de la République a pris plusieurs décennies. Dans le cas du Chili, dans le cas des pays de l'Est, dans le cas de l'Afrique du Sud, ça a pris du temps. Et que dans une phase de transition, 2 ans, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5, l'économie généralement baisse à un niveau particulièrement inquiétant. Parce que les investisseurs n'aiment pas l'incertitude, parce que les touristes n'aiment pas l'imprévisibilité, et donc aussi bien en Égypte qu'en Tunisie qu'ailleurs, on a constaté qu'il y a un dysfonctionnement économique lié à la période de transition, mais cela est dans la norme. Tout changement politique, toute dynamique sociale nécessite du temps pour consolider la culture de pluralisme politique. Or, une culture ou un pacte social et politique est fondé sur la légitimité de la différence, la fécondité de la divergence, pour utiliser Bobbio et utiliser également le sociologue marocain Ali Oumlid. Toute démocratie est à la fois conflictuelle et consensuelle. Consensuelle parce qu'il faut s'entendre sur les règles constitutionnelles, le pacte social, est conflictuel parce qu'à la limite, sous une dictature, la décision est beaucoup plus facile parce qu'il y a une personne, une voix, une décision, tandis que dans une démocratie, il y a forcément un débat, des conflits partisans et les décisions sont beaucoup plus lentes. Là, évidemment, vous avez bien vu que dans les élections, les frères musulmans ont raflé la mise, très fortement dans le cas de l'Égypte, moins fortement dans le cas de la Tunisie et de la Libye. Eh bien, lorsque on m'a interrogé, monsieur le professeur, vous qui êtes un intellectuel laïque, etc., que pensez-vous de tout cela? Je dis, c'était prévu. Ces organisations se considèrent comme les organisations des torturés, des exilés et des exclus. Et là, ils prennent leur revanche. Ces organisations sont très implantées sur le territoire. Ils bénéficient dans les mosquées, les milliers de mosquées d'Égypte, de Tunisie, d'autant de tribunes électorales. Et à l'inverse, les partis laïcs sont fragmentés en des dizaines de petits partis, avec des égos souvent disproportionnés et avec des élites intellectuelles urbaines qui ne connaissent pas finalement l'arrière du pays, l'arrière qui ne se frottent pas beaucoup au commun des mortels et qui n'ont pas des organisations charitables de solidarité aussi influentes et aussi présentes que les frères musulmans. Donc, c'est une bonne chose. Mais en même temps, j'ajoutais dans mon livre sur le printemps arabe un premier bilan. Eh bien, ces frères musulmans, arrivés au pouvoir, ils sont devant le test de performance. Soit ils stabilisent la scène politique, ils remettent l'économie sur les rails, ils créent des emplois pour ouvrir l'horizon des jeunes, soit ils échouent. Et là, ils ont échoué lamentablement dans le cas de l'Égypte. Alors la question est posée, fallait-il laisser Morsi dominer l'Égypte pendant 4 ans? C'est la question que se posent tous les Égyptiens, tous les observateurs. Fallait-il le laisser aller jusqu'au bout de son mandat avec une catastrophe annoncée, parce qu'il y a eu là un processus de frairisation surnois de toute l'Égypte,
allant à l'encontre d'un secteur très important du peuple égyptien qui ne veut pas d'une société de croyants, mais qui veut une société de citoyens avec droits et obligations égales. Eh bien, mes chers amis, voilà, et là, il a échoué. Et donc des millions d'Égyptiens sont sortis dans les rues pour contester son autorité et pour demander, scandant d'ailleurs le slogan de Moubarak, contre Moubarak dégage. Alors, la question qui se pose, peut-on accepter un coup d'État militaire? Et ça, c'est une question véritablement lancinante à laquelle j'ai du mal à répondre. Les écoles de pensée sont deux, vous le savez. L'école légitimiste, il fallait laisser Morsi aller jusqu'au bout de son mandat. À mon sens, c'était une catastrophe pour le peuple égyptien, parce que là, il a nommé 28 gouverneurs, tous des frères musulmans. Donc, il a pris un décret présidentiel qui l'immunisait contre les décisions de justice. Il a multiplié les gestes, non pas d'un président de tous les Égyptiens, mais d'un chef d'un parti politique qui sont les frères musulmans, avec un processus de frérisation de l'Égypte. Et Ennahda n'a pas fait la même chose en Tunisie, mais elle était quand même sur le point de vouloir imposer les normes et les codes des frères musulmans à toute la société égyptienne, tunisienne, ce que beaucoup de Tunisiens ont récusé naturellement. Voilà, la période de transition dès lors est une période difficile. Nous sommes au cœur des changements politiques. Ne versons pas dans un pessimisme exagéré. Ne disons pas que le printemps arabe a déraillé. Les Arabes ont démontré avec courage et un sens de dignité inouï que ce sont des sociétés civiles vivantes, qu'il y a une quête démocratique réelle, que ces Arabes sont assoiffés de justice et de liberté, et surtout d'emploi adéquat, en adéquation avec leur niveau intellectuel, et que par conséquent, quels que soient ceux qui vont présider au destin des pays arabes, il y aura toujours une contestation de la société civile, ce qui me fait croire que le monde arabe a changé de paradigme, a changé d'époque, que nous sommes là à un moment historique où le système autoritaire est derrière nous, mais s'ouvre devant nous un chemin avec de multiples bifurcations, c'est-à-dire des scénarios. On peut penser à un retour du système autoritaire par les militaires. C'est la perversion alors de la révolution et la confiscation. On peut assister à une confiscation de la révolution par des partis qui ne sont pas très démocrates. Mais on peut espérer également que ce vent de liberté qui a soufflé de la Tunisie puisse assumer la force d'un véritable tsunami qui va changer le monde arabe d'air, de moment, et naturellement qui va ouvrir les horizons de l'espérance. Je vous remercie.